Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème de l'invalidité en partenariat avec forcément le service invalidité. Alors, avant de commencer, on va faire une petite mise au point technique. Sachez que votre micro et votre caméra ne seront pas activés. Normalement, tout fonctionne correctement au niveau du son et de l'image, hein. Mais si toutefois vous ne nous entendez pas, vous pouvez utiliser l'onglet discussion pour nous l'indiquer. Alors, au niveau du timing, ce webinaire durera environ maximum 40 minutes avec une présentation d'environ 20 à 25 minutes et les 15 dernières minutes à la fin du webinaire seront consacrées aux réponses à toutes vos questions que je vous demande, s'il vous plaît, de poser via la zone QR. On insiste bien sur cette zone car en effet, on peut identifier ainsi toutes les questions et bien sûr, nous ne répondrons qu'à des questions d'ordre général, hein. Aucun cas particulier ne sera évoqué en direct. Alors, pour votre information, nous essaierons d'apporter un maximum de réponses à la fin du webinaire, mais pas d'inquiétude. Si toutes les questions n'ont pas pu avoir une réponse, nous vous les transmettrons par mail au moment de l'envoi du support dans les jours à venir. Donc, voilà, on va faire la présentation. Donc, je suis Guillaume, conseiller employeur à la CEPAM de l'île Douai. Et aujourd'hui, nous accueillons deux experts du service invalidité à qui je passe la main. Bonjour, moi je suis Mehdi, superviseur du service invalidité. Et moi, c'est Grégory, technicien expert au service invalidité. Et avec nous, nous avons également Bénédicte qui va se présenter, qui sera là pour justement répondre à vos questions en tant que modératrice. Oui, merci Guillaume. Donc, bonjour à tous. Donc, Bénédicte, conseillère employeur à la caisse de l'île Douai. Effectivement, j'accompagne aujourd'hui le webinaire pour répondre à vos questions sur la partie employeur. Et on laissera tout à l'heure Mehdi et Grégory pour les questions sur vos questions sur l'invalidité. Bon webinaire à tous. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous allons donc aborder bien sûr le thème principal qui est l'invalidité. On fera ensuite un flash actu employeur et comme on le voit, le dernier temps sera consacré aux réponses à vos questions. Donc, je laisse maintenant la place à nos experts de l'invalidité. Donc l'invalidité. Donc l'invalidité, c'est donc la pension d'invalidité, c'est un revenu de remplacement. Donc elle est là pour compenser la perte de salaire résultant d'une réduction égale ou supérieure à 2/3 de la capacité de travail ou de gain due à une maladie, à un accident d'origine non professionnelle ou à une usure prématurée de l'organisme. Donc, la demande d'invalidité, elle peut être à l'initiative soit de l'assuré, c'est une demande directe, ou de la caisse primaire, stabilisation ou forclusion. Donc les conditions d'attribution de la pension d'invalidité. Donc, il ne faut pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite à la date de la demande. Donc, où il faut avoir effectué 600 heures de travail salarié au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la constatation médicale d'invalidité. Ou avoir cotisé au cours des 12 derniers mois, soit un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire. Alors, il faut présenter une invalidité réduisant d'au moins 2/3 la capacité de travail. Et enfin, justifier de 12 mois d'immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie de la validité ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Donc, la demande de pension d'invalidité, donc la demande, elle peut être faite directement à l'initiative de l'assuré. Dans ce cas, l'assuré peut demander le bénéfice d'une pension d'invalidité en complétant le formulaire référencé 4150. Ou la demande, elle peut émaner du médecin conseil qui peut statuer sur l'état d'invalidité. Donc, l'assuré est en cours d'indemnisation maladie, donc la stabilisation, où l'état de santé n'est plus susceptible d'évoluer. Voilà, où la demande, elle peut être indirecte, c'est-à-dire à forclusion à l'expiration des 3 ans d'indemnité journalière. Donc, le formulaire de demande de pension d'invalidité, donc le 4150, il est disponible sur amélie.fr via la télécommande. Donc, directement sur le compte Amélie, dans la rubrique Mes démarches,
demander une pension d'invalidité. Donc, les différents types de catégories, donc il y a la catégorie 1, donc un assuré invalide qui est capable d'exercer une activité rémunérée avec un travail léger. La catégorie 2, l'invalide absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque. Et la catégorie 3, donc un assuré invalide qui étant absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et qui est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Alors attention, c'est important, c'est le classement dans la deuxième ou troisième catégorie des invalides, c'est une appréciation médicale d'un handicap. Ça ne saurait constituer une interdiction de travailler. Donc la vie de la pension, donc les règles de cumul, elles s'appliquent lorsque l'assuré invalide exerce une activité salariée ou non salariée, perçoit d'autres pensions ou rentes versées par le régime général ou des régimes particuliers, ou perçoit du Pôle emploi. Alors, en fonction du montant des ressources perçues, la pension peut être réduite ou suspendue. Donc la vie de la pension, les règles de cumul, donc la pension d'invalidité, le montant théorique plus le salaire ou le substitut de salaire, elles ne doivent pas dépasser les règles de cumul. Alors, attention, le complément de salaire versé par un organisme de prévoyance auquel l'assuré n'est tenu de cotiser ne doit pas être retenu. Donc en général, la pension d'invalidité plus le salaire, ça ne peut pas dépasser le montant que l'assuré gagnait avant sa mise en invalidité. Donc, la vie de la pension, donc le paiement de la pension d'invalidité est soumis à conditions de ressources. Il est donc important que l'assuré nous retourne sa déclaration de ressources complétée dès réception de celle-ci. Alors, à savoir qu'aujourd'hui, elle se déclare sur le compte Amélie de l'assuré. Donc, le paiement de la pension, donc la périodicité d'envoi de la déclaration de ressources, elle dépend de la situation de l'assuré. Donc, elle peut être variable. L'assuré envoie sa déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, une fois par an s'il n'a pas d'activité. Tous les mois s'il travaille. Tous les trimestres s'il perçoit l'allocation supplémentaire à validité. Ou tous les semestres s'il a une petite activité ou perçoit de l'allocation pour l'emploi. Alors, dans le cas de la non-réception de la déclaration de ressources, le paiement de la pension, il peut être suspendu. Donc, la fin de la pension d'invalidité, donc la pension, elle cesse au décès de l'assuré. Donc, à la retraite, la pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a atteint sa date de départ à la retraite. La substitution de la pension d'invalidité à la retraite pour inaptitude au travail est automatique, sauf si l'assuré invalide exerce une activité professionnelle. Donc, s'il exerce une activité professionnelle et ne demande pas sa retraite à l'âge légal, il peut continuer à bénéficier de sa pension jusqu'à la cessation de son activité professionnelle ou au plus tard à l'âge légal nécessaire pour obtenir une retraite à taux plein, 67 ans. Il existe des situations particulières pour les assurés licenciés à l'âge de la retraite et qui bénéficient de Pôle emploi. Donc, l'allocation supplémentaire à validité, donc c'est une prestation non contributive versée sous certaines conditions aux invalides les plus démunis afin de leur procurer un minimum de ressources. Donc, il doit justifier d'une condition de résidence et de régularité de séjour. Une condition d'invalidité. Et une condition de ressources. Donc, on prend l'ensemble des ressources de l'assuré, donc les ressources du couple. Donc, pour une personne seule, le montant de la pension et de l'allocation supplémentaire à validité ne doivent pas excéder 846,98 €. Et pour un couple, ce montant est de 1 482,21 €. Donc, le formulaire d'allocation supplémentaire à validité, donc c'est un formulaire qui est également disponible sur amélie.fr, donc via la télécommande ou via l'onglet formulaire. Et à partir de ce moment-là, on télécharge la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité. Eh bien, merci Mehdi et Grégory. On va passer maintenant au Flash Actu Employeur.
Et n'oubliez pas, bien sûr, de poser vos questions dans la zone QR, hein, comme on l'a dit tout au début. Donc là, avant de passer aux questions-réponses, on va passer au flash actu concernant le site, enfin votre portail employeur netentreprise.fr. Alors, comme vous le savez, il y a un nouveau téléservice via votre portail netentreprise.fr qui a été mis en place le 5 décembre 2022. C'est le compte entreprise pour le dépôt de pièces justificatives, dépôt de PJ en fait, des indemnités journalières, comme on voit à l'écran. Pour avoir accès à votre espace sur le portail Net Entreprise, l'ajout est à réaliser en 2 temps par l'administrateur. Tout d'abord, ajouter cette déclaration, qui est le compte entreprise, et ensuite gérer les habilitations de tous les déclarants qui vont pouvoir avoir accès à ce nouveau service. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide à la hotline que vous voyez apparaître sur la slide, qui est le 0820 000 516. Et d'aller sur la base de connaissances également de netentreprise.fr. D'ailleurs, on vous conseille fortement de créer votre espace sur la base de connaissances. Ça vous permet d'avoir des actus et des news, fraîches et récentes. Alors, Bénédicte va vous mettre le lien, je pense, de Net Entreprise pour ajouter cette déclaration sur la partie discussion. Alors, voilà, pour toutes les caisses de France, en fait, quelle que soit la caisse de rattachement de l'assuré du salarié, c'est un point d'entrée unique et sécurisé qui remplace de belles initiatives locales qui avaient été prises pendant le Covid. Avec il fallait chercher la caisse d'appartenance de l'assuré, la bonne adresse mail, tout ça c'est terminé. Il n'y a plus qu'un seul point d'entrée, c'est celui-ci. Alors, après avoir sélectionné le bon SIRET, d'avoir indiqué le numéro d'immatriculation sociale du salarié avec le bon dernier jour de travail, ce qu'on appelle chez nous le DJT, concerné pour la demande, ça c'est très important. Il faut préciser le type d'absence et les raisons de l'envoi que l'on va faire. Alors, est-ce que c'est une demande initiale? Ça peut être à votre propre initiative, bien sûr, ou une réponse à un compte-rendu métier concernant un signalement en DSN ou via Net Entreprise, une DSIJ saisie sur netentreprise.fr. Alors, pour ajouter les pièces, comment ça se passe? Eh bien, il suffit de sélectionner le document qui est sur votre ordinateur, pouvant être attendu dans la liste déroulante. Attention, s'il y a plusieurs documents, vous ne pouvez pas dépasser 5 MO, 5 mégaoctets au total. Donc, veillez à bien checker clic droit propriété, voir la capacité du document et ensuite de les ajouter et de ne pas dépasser 5 MO. Ensuite, chaque document, bien sûr, doit être au format PDF parce que si ce format n'est pas respecté, le document ne sera pas reçu par nos services. Alors, pour votre information, le service propose également un système d'archivage et d'envoi différé avec possibilité de renvoi ultérieur sur le même dossier. Donc ça, c'est bien pratique. Et au pire, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Plutôt que de bien d'envoyer et puis de se dire « Ah tiens, j'ai fait une erreur », de bien checker et de le mettre entre guillemets, en attente et de bien voir que tous les éléments sont bien exacts et corrects avant de nous l'envoyer. Alors voilà, si vous décidez de faire l'envoi en direct, il sera alors routé directement à la bonne caisse gestionnaire. Et grâce à un service répondant aux impératifs de sécurité, bien sûr, et finalement simple d'accès pour l'utilisateur et efficace pour le traitement CEPAM avec la prise en compte des mutations éventuelles sur le dossier du salarié concerné. Alors voici donc la liste des pièces jointes, des pièces justificatives pour le traitement des indemnités journalières. On le voit ici, il y a par exemple un bulletin d'hospitalisation, un acte de naissance qui est souvent oublié, ou alors un bulletin d'hospitalisation du service néonatologie, un bulletin de salaire si on vous le réclame, dans un compte rendu métier par exemple. Et pour toutes vos questions complémentaires, on vous encourage fortement d'aller consulter la base de connaissances et bien sûr de ne pas hésiter à nous contacter sur le 36 79 qui est à votre disposition pour les employeurs. Alors, on va passer maintenant à un autre, un autre téléservice disponible qui est Depofi. Donc, après la connexion à netentreprise.fr, il faudra vous orienter vers le nouveau téléservice dédié répondant au nom de Depofi, pour tout simplement dépôt de fichiers,
pour déposer les dates de congé paternité de l'accueil de l'enfant, qui permet donc de déposer les périodes d'absence de votre salarié. Attention, petite alerte, seules les personnes habilitées à la DSN, la déclaration sociale nominative et ou l'attestation de salaire peuvent y accéder. Donc, si vous n'avez pas les habilitations, vous n'aurez pas accès à Dépoffi. Donc, en parallèle à l'envoi de ces pièces via Dépoffi, il conviendra bien sûr de saisir l'attestation de salaire sur Net Entreprise au risque paternité et accueil de l'enfant. Donc, attention, ce service, c'est uniquement pour quand on utilise netentreprise.fr. Voilà, en passant par ce biais, vous avez donc 2 étapes à effectuer à chaque fois. Le dépôt de fichiers avec les dates du congé et forcément l'attestation de salaire correspondante. À noter un point très important, comme je l'ai dit, il est impératif d'utiliser uniquement ce service si vous ne véhiculez pas vos données via la DSN. Donc, les informations ne doivent pas être transmises via les 2 canaux. Ça va générer des doublons et des régularisations et donc des problèmes dans les dossiers. Ah oui, j'avais oublié de cliquer, pardon, sur uniquement en cas d'impossibilité DSN. Voilà, je l'ai bien dit, il s'est affiché à la fin, donc on le voit bien. Attention avec le panneau. Donc, en résumé, si vous êtes dans l'impossibilité de passer par la DSN, vous devez faire la saisie via votre portail Net Entreprise en 4 temps. Tout d'abord, télécharger la procédure et le mode de fichier sur NetE. Ensuite, vous utilisez Dépoffi pour transmettre les périodes de fractionnement une par une et ligne par ligne. Ensuite, vous établissez l'attestation de salaire via le service dédié à Net Entreprise, et cela pour chaque période à chaque fois. Ensuite, vous vous assurez du suivi du dossier en lisant les comptes rendus métiers dans votre messagerie électronique. Et bien voilà. Donc, par contre, en DSN, vous renseignez uniquement l'absence sur votre logiciel de paye au bon risque et vous validez votre signalement. Et bien sûr, vous suivez à partir de votre tableau de bord, vous assurez de la reconstitution de l'attestation de salaire et du paiement des IJ. Donc, comme on le voit sur la slide, c'est un paiement qui est beaucoup plus rapide. Et surtout, ce qui est important, c'est le suivi des IJ jusqu'au compte rendu de l'assurance maladie. Donc, on vous propose sur cette slide de retrouver les coordonnées de la hotline de Net Entreprise et des plateformes téléphoniques employeurs, le 3679, ainsi que des liens sur les sites amélie.fr, qui doit être dans vos favoris, je parie. Non, je plaisante, mais je pense que c'est important de mettre le amélie.fr partie entreprise dans vos favoris, ainsi que d'aller sur Net Entreprise, d'aller voir les fameux MOOC ou MOOC de formation. Ce sont des petits tutos qui sont très bien faits et qui vous permettent d'avoir, je dirais par exemple, quand un administrateur quitte la société, il part avec forcément son mot de passe, son mail, etc. Comment transférer, par exemple, des droits d'un administrateur sur un autre, ça c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres petits tutos qui sont très bien faits. Et comme je l'ai dit, je le répète, la base de connaissances qui est aussi une mine d'informations très intéressante pour tout le monde, aussi bien nous, CEPAM, que vous, les employeurs. Eh bien, voilà, on en a terminé avec ces informations et toutes ces données. Donc, on va passer maintenant à la réponse à vos questions que Mehdi et Grégory ont peut-être déjà analysées pour les questions sur l'invalidité, bien sûr, et Bénédicte pour les questions concernant le flash actu employeur avec les services Dépôt-PJ et Dépôt-FI. Donc, on va répondre à une première question sur le chat. Donc, l'employeur ne peut pas faire la demande pour un salarié. Donc, c'est une question d'un employeur qui nous demande s'il peut faire la demande pour un salarié. Donc, non, l'employeur, il ne peut pas directement faire la demande d'invalidité pour un salarié. Il peut éventuellement l'aider à remplir la demande, mais non, c'est effectivement le salarié qui doit faire la demande d'invalidité. Donc, la deuxième question, qui indemnise la période d'invalidité, la CRAMIF ou la CEPAM? Donc, ça dépend en fait au niveau de… La CRAMIF, c'est une spécificité de l'Île-de-France. Donc, la CRAMIF, elle gère la validité pour tout l'Île-de-France. Donc, si un salarié dépend de l'Île-de-France ou de la région parisienne, c'est la CRAMIF qui indemnisera la pension d'invalidité. Pour les autres départements, ça sera les caisses primaires d'assurance maladie.
Donc, la prochaine question, donc, c'est est-ce que nous sommes exonérés d'impôts quand nous sommes en invalidité de n'importe quelle catégorie? Donc non, qu'on soit en catégorie 1, 2 ou 3, selon le revenu fiscal de référence, on n'est pas exonéré du tout d'impôts. Donc, la pension d'invalidité, elle est bien soumise au prélèvement à la source Voilà, il y a un et prélèvement à la source elle qui est est imposable effectué également. directement sur la pension. Et la dernière question, un salarié déclaré en invalidité catégorie 2 peut-il encore avoir des arrêts de travail émis par son médecin traitant? Oui, tout à fait. Donc, un assuré qui est en catégorie 2, donc il peut être indemnisé de son arrêt de travail. Donc, c'est le médecin conseil qui va juger de l'indemnisation de l'arrêt de travail. Donc, si c'est pour la même pathologie, mais c'est une aggravation de l'état de santé, l'arrêt peut être indemnisable. Ou si c'est un arrêt qui n'est pas en rapport avec sa pathologie pour sa pension d'invalidité. Donc, dans ce cas-là, l'arrêt est bien indemnisable. Donc, normalement, il ne reste que des questions pour vous, je pense, Guillaume. Ah non, donc il reste Alors, si on a eu, Oh, oui. il reste excusez-moi, une. il y a encore quelques questions qui concernent l'invalidité, Mehdi, Grégory, je pense. Oui, Donc, un salarié à temps complet peut-il prétendre à la pension d'invalidité s'il n'a pas eu de diminution de temps de travail? Donc oui, il peut prétendre à une pension d'AVT, donc il faut qu'il ait justifié d'au moins 600 heures l'année avant sa pension d'AVT, et s'il a une pathologie qui nécessite une pension. Ici. alors, nous, les questions sur le compte employeur des POPJ et enfin, le flash actu employeur, pardon, et des POFI, Bénédicte répond par écrit, hein, voilà. Et la partie invalidité, Mehdi et Grégory répondront donc de vive voix à l'oral. Voilà, c'était pour la petite partie précision. Alors, on a ici, peut-on licencier une personne en invalidité? Donc ça sera le médecin du travail qui décidera. Donc c'est une décision médicale. Donc l'assuré invalide sera vu par le médecin du travail. Donc il proposera soit donc un aménagement du poste de travail si c'est possible dans l'entreprise ou un licenciement, mais c'est le médecin du travail qui décidera. Donc la question suivante, combien d'heures peut travailler un salarié en catégorie 1? Alors, on n'est pas du tout limité à un nombre d'heures. On va calculer en fait un salaire de comparaison à l'assuré invalide et qui est souvent pris la veille, l'année qui précède sa mise en invalidité. Et le but, c'est que l'assuré baisse son temps de travail. Souvent, il ne doit pas dépasser du coup le salaire qu'il avait avant son passage en invalidité. Donc, imaginons que c'est un salarié, pour donner un exemple, qui gagnait 1500 euros. Il va avoir 500 euros peut-être de pension d'invalidité. Son salaire ne doit pas excéder 1000 euros. Et là, il peut travailler comme ça en fait. Donc ça, c'est pour la partie administrative. Et toujours pour le nombre d'heures, c'est le médecin du travail qui décidera au niveau médical. Donc il y aura la décision médicale plus la décision administrative, comme vous a expliqué Grégory. Alors, l'autre question, à partir de quelle catégorie le salarié ne doit plus travailler? Donc il n'y a pas de catégorie dans les textes. C'est indiqué que peu importe la catégorie, un assuré peut travailler. Ça sera le médecin du travail qui décidera, en fonction de l'état de santé, s'il peut ou pas travailler. Donc, la prochaine question, quelle est la base de calcul de l'invalidité, salaire imposable ou base brute sur les 10 meilleures années? Alors, nous, au moment du passage à invalidité, on demande directement un relevé de carrière auprès de la CARSAT et on se base donc sur les montants bruts des 10 meilleures années. Alors, est-ce qu'un salarié peut passer d'une catégorie 1 à une catégorie 2? Oui, tout à fait. Donc, le changement de catégorie peut être à l'initiative de l'assuré par simple demande. Donc, après, il est vu par le médecin conseil ou le changement de catégorie peut émaner du médecin conseil ou du médecin traitant. Un assuré peut passer d'une catégorie 1 à 2, d'une 2 à 3 et à l'inverse, d'une catégorie 2 à une catégorie 1 si l'état s'améliore. Donc, tout à fait possible de changer de catégorie. Donc, la question, pouvez-vous revenir sur le calcul du montant de la pension d'invalidité? Donc, le montant de la pension d'invalidité, donc, comme on disait précédemment, il est calculé donc, par rapport aux 10 meilleures années d'activité du salarié. Donc, on demande le relevé de carrière au niveau de la CARSAT.
Pour un salarié qui est en première catégorie, par rapport à ses 10 meilleures années, on calcule le salaire moyen. En première catégorie, on lui verse 30%. Et pour un salarié qui est en deuxième catégorie, on lui verse 50% de ce salaire moyen. Et pour la catégorie 3, c'est toujours 50% de ce salaire moyen, mais la personne a le droit à une majoration tierce personne. Alors, la question suivante, comment prendre rendez-vous avec le médecin du travail si le salarié en catégorie 2 est en arrêt maladie continuellement? Donc, l'employeur n'a pas à prendre rendez-vous avec le médecin conseil. Donc, c'est le médecin conseil en fonction de la durée de l'arrêt de travail qui va convoquer l'assuré pour justifier ou non si son arrêt est justifiable. Donc, après, le médecin conseil peut convoquer l'assuré. L'assuré peut demander aussi un rendez-vous avec le médecin conseil dans le cadre de son arrêt de travail. Prochaine question. Donc, en catégorie 1, comment sait-on le montant de son invalidité pour ajuster les heures de notre salarié? Donc ça, il faut que le salarié fasse une demande de salaire de comparaison au niveau du service invalidité. Nous, on lui envoie directement le salaire de comparaison et il peut venir et faire un point avec l'employeur, à savoir combien d'heures du coup il peut effectuer. Par contre, il n'y a pas d'obligation de l'assuré de faire le point avec l'employeur. Donc, il doit d'abord voir son médecin du travail. C'est le médecin du travail qui jugera du nombre d'heures au niveau de sa pathologie. Donc après, en fonction de la décision du médecin du travail, donc il se rapprochera de l'employeur pour ajuster le contrat de travail. Et la troisième question, en catégorie 3, on peut toujours travailler. Oui, peu importe la catégorie 1, 2 ou 3, un assuré peut travailler. Donc, ça sera toujours sur décision du médecin du travail. Et donc, après, et puis en fonction des postes qui sont aménageables ou pas, en fonction des pathologies. Et ensuite, nous avons lorsque le salarié est en catégorie 2 consolidé par la CEPAM et qu'il a transmis un arrêt de travail, est-ce qu'il doit faire une reprise anticipée? Donc, un assuré, donc un valide catégorie 2, donc son arrêt est stabilisé, consolidé. Donc, il est censé reprendre le travail. Donc, il doit effectivement prendre rendez-vous avec le médecin du travail et son employeur pour une reprise de travail. Et éventuellement pour lui trouver un poste adapté ou ce genre de choses. Donc, un salarié peut être, donc la prochaine question, donc un salarié peut être de catégorie 2 ou 3 et travailler à temps plein. C'est au médecin du travail de juger. Donc, effectivement, un assuré qui est en catégorie 2 ou 3, il peut décider de continuer à travailler à taux plein. Dans ce cas-là, la pension sera suspendue administrativement parlant, donc il ne touchera plus de pension, mais il a le droit de travailler à temps plein si sa pathologie et son état de santé lui permettent, toujours en décision avec le médecin du travail. Ensuite, les salariés continuent d'envoyer un arrêt maladie. Est-ce normal? En fait, les salariés veulent se rassurer, en fait, ils veulent justifier auprès de l'employeur, souvent c'est ça, que de leur absence, hein. Donc oui, c'est normal, vous pouvez recevoir un assuré qui est en invalidité et qui continue d'envoyer des arrêts de travail, donc il n'est pas capable de reprendre donc son travail. Donc c'est son médecin traitant qui juge que l'arrêt de travail est justifié. Dans ce cas-là, oui, c'est normal de recevoir des arrêts de travail pour des assurés qui sont invalides. Plus d'autres questions, Guillaume, moi, sur le chat? Eh bien, moi, je n'en vois plus non plus. Donc, il y a peut-être… Ah non, dans la zone de discussion, c'est Bénédicte, je pense, qui a mis des éléments. Donc, voilà, n'hésitez pas à les consulter pour DPOPJ, la base de connaissances. Donc, voilà, je vous ai mis la dernière slide avec, déjà pour vous remercier d'avoir participé très nombreux à ce webinaire. Vous retrouvez notre J'ai une adresse… dernière question. Oh, pardon. Allez, c'est Elle parti. vient d'apparaître à l'instant. OK. Alors, Donc, est-ce que la pension d'invalidité est un justificatif d'absence? non, la pensabilité n'est pas un justificatif d'absence, à l'inverse de l'arrêt de travail. Donc, un assuré qui est reconnu invalide, sa notification n'est pas valable comme justificatif d'absence. Donc, c'est à lui de trouver directement un arrangement avec son employeur. Comme on disait tout à l'heure, soit une reconversion, soit un aménagement de poste de travail, soit un aménagement horaire, ou soit quitter l'entreprise. Ou reprise à temps plein s'il souhaite continuer à temps plein, toujours en relation avec le médecin du travail. Donc, c'est bon pour moi, Guillaume, désolé. Ouais, ce qu'elle…
Oui, ben, hop. Voilà. Ok, ben, merci beaucoup pour toutes vos questions et vos réponses également, Mehdi et Grégory, qui étaient très complètes. Voilà, je vous ai mis la slide pour nous retrouver dans nos prochains webinaires avec les 2 dates. Donc, le jeudi 23 mars à 10 heures sur la prévention et la désinsertion professionnelle et l'affection longue durée, l'ALD, donc la PDP et l'ALD. Et le jeudi 30 mars pour un flash actu sur les téléservices, tous les téléservices en fait que propose l'assurance maladie de l'île Douai à tous ses employeurs de la circonscription. Voilà. Alors, Bénédicte va vous mettre le lien également dans la zone discussion pour un questionnaire de satisfaction. Donc, ça serait sympathique de votre part de prendre quelques instants pour y répondre. Ça nous permet à nous toujours de nous améliorer, de vous proposer en fonction de ce questionnaire des nouveaux thèmes, comme là, celui du 23 mars, la PDP, la LD, ça sera une première. Et le flash actu sur les téléservices également. Donc voilà, prenez quelques instants pour y répondre et ça sera très sympa de votre part. Voilà. Eh bien, donc, peut-être encore une question, je vois. Ah ben non, c'est un remerciement. Non, c'est un remerciement. Très bien. Eh bien, nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne fin de semaine et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci bien. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Et au Merci, revoir. bonne journée. Au revoir.